Dimanche dernier, les Français ont placé au premier tour des élections législatives le Rassemblement national en tête, suivi de peu par le nouveau Front populaire. Alors que nous sommes appelés ce dimanche à voter pour le second tour afin d'élire nos députés et définir la couleur du prochain gouvernement, avec Charlotte, Mérélis et Rodrigue, nous avons interrogé 3 jeunes représentant les 3 principales forces politiques. Mathis Chartier, secrétaire fédéral des jeunes communistes d'Ille-et-Vilaine, représentant le nouveau Front populaire, Azélie Jarnouan, déléguée nationale des jeunes avec Macron, et Élouan Racineux, responsable Rassemblement national de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Pour ce second épisode, nous les avons interrogés sur leur programme autour de 3 thématiques prioritaires chez les jeunes: l'écologie, la sécurité et l'éducation, afin de t'aider à faire ton choix. Donc là, je vais vous donner des sujets qui préoccupent les Français. Vous allez les classer selon vous par ordre de priorité. On a le pouvoir d'achat, l'écologie, les inégalités sociales, l'éducation et l'insécurité. Alors, moi, je pense que il nous faut nous concentrer essentiellement sur la question du pouvoir, pas uniquement, mais on va dire en premier lieu sur la question du pouvoir d'achat, des inégalités sociales. Viendront après la question, les autres questions. La question écologie, évidemment, elle est liée à ces conditions-là. À savoir que je veux bien, un certain nombre des Français, de Françaises, de Français ne seraient pas contre consommer plus écologique. Maintenant, il leur faut des moyens. La voiture électrique, c'est peut-être plus écologique. Maintenant, il faut le moyen, le pouvoir d'achat pour se payer une voiture. Il faut être un temps soit peu sérieux. Lorsqu'on est au SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC, on a un loyer à payer, parfois des enfants. En vrai, c'est très compliqué. Cette question écologique, de pouvoir mieux consommer, c'est compliqué. Sur la question de la sécurité, c'est pareil. C'est une question qu'il faut aussi qu'à gauche, on soit capable de reposer. Finalement, nous, on n'est pas contre poser la question de la sécurité. On n'a absolument pas peur. Nous, ce qu'on fait pas, c'est le lien entre insécurité et immigration. Le programme du Front populaire pose une question sur la question de la police. Mais cela étant dit, la question de l'insécurité, elle est liée aussi à l'accès au travail. Un taux de chômage, on sait très bien que lorsqu'il y a moins de chômage, on travaille en 35 heures, 39 heures par semaine, bah forcément, on n'a pas forcément le temps ensuite pour faire autre chose. Notamment, et donc, c'est des questions qui sont centrales, c'est la question de la réindustrialisation du pays, de l'accès au travail, la fin du chômage, l'augmentation des salaires, et à ce moment-là, à mon avis, de là pourront découler d'autres questions, d'autant plus que c'est une question essentielle pour les Français, les Françaises. La première des priorités, je pense que c'est le pouvoir d'achat. Alors ensuite, je mettrai l'insécurité, l'éducation en 3e, l'écologie en 4e, et je me souviens plus des 2 autres. Et les inégalités sociales. Les inégalités sociales qui sont quand même importantes en 5e, oui. Et c'était tout. Il y en avait 5. Ok. Merci. Enfin, les inégalités sociales sont un peu reliées au problème du pouvoir d'achat. Tout n'est pas cloisonné. Ces priorités, elles sont purement personnelles, parce que je pense qu'elles diffèrent selon les sensibilités de chacun. Mais je mettrais l'éducation en premier, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ensuite, l'écologie, bien sûr, un sujet prioritaire pour notre jeunesse. Ensuite, les inégalités sociales et le pouvoir d'achat, puis l'insécurité. Mais encore une fois, c'est des choses très personnelles qui diffèrent selon la sensibilité de chacun dans notre mouvement, comme chez tous les jeunes, je pense. On va passer à des questions sur l'écologie. Donc, première question, que prévoit votre parti pour réduire le dérèglement climatique qui est mis en évidence par les derniers rapports du GIEC qui ont été publiés ces dernières années? Alors, pour l'écologie, c'est très simple. On est pour une écologie de la raison. On n'est pas pour une écologie punitive. Il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui, la France, dans le taux d'émissions de gaz à effet de serre, on représente à peine 0,1%. Les plus gros pollueurs du monde, ce sont les États-Unis, ce sont la Chine. Donc c'est, je pense, d'abord au niveau international qu'il faut agir en la matière. Alors de manière plus concrète en ce qui concerne l'écologie, on pense que la transition écologique se fera par le progrès scientifique. L'écologie, enfin du moins la transition écologique se fait par le progrès scientifique, notamment par la relance du développement du nucléaire pour produire notre électricité. Pourquoi ? Parce que le nucléaire, c'est l'énergie
la plus propre, mais également celle qui est la plus productive en matière donc, de production d'électricité. C'est pourquoi on prévoit donc de lancer ce qu'on appelle le plan Marie Curie, avec la construction de nouvelles centrales nucléaires. On prévoit aussi, dans le cadre de notre mixte énergétique, une relance de la construction et de la préservation des barrages hydroélectriques. On veut aussi sortir du charbon, c'est-à-dire supprimer les centrales biomasse et les convertir en centrales à hydrogène. Et on veut également renoncer, pourquoi? Parce que ça, c'est l'incarnation de l'écologie punitive. On veut renoncer donc à l'interdiction des ventes de voitures à moteur thermique d'ici 2030 par l'Union européenne. Donc nous, on est contre cette interdiction et on fera pression, ou du moins on fera tout ce qu'on pourra pour annuler et empêcher cette interdiction. On est également, et ça je pense que c'est une mesure de justice sociale, contre les ZFE, les zones à faible émission, qui conduisent à ce qu'on ne puisse pas, avec certains types de véhicules, rentrer dans les centres-villes. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on appelle les vignettes critères, c'est-à-dire que seuls ceux qui auraient les véhicules moins polluants et donc les véhicules les plus récents et donc les véhicules les plus coûteux pourraient aller dans les centres-villes. Ça, donc, ce qui conduirait à une forme de ségrégation. De ségrégation, c'est peut-être un peu fort, mais ce ne serait pas une mesure égalitaire pour les plus pauvres qui, eux, ne peuvent pas avoir des véhicules dernière génération. Donc voilà ce qu'on propose concrètement pour l'écologie, et aussi avec la relocalisation de notre industrie, et en particulier de l'industrie textile, qu'on voudrait donc effectivement voir revenir en France. Tout d'abord, sur l'écologie, on a un vrai bilan. Je pense notamment à la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui n'a jamais été aussi haute, ou encore à la création de l'Office français de la biodiversité, mais également au réseau Petites Lignes ferroviaires, dont 300 000 € du plan de relance ont été utilisés pour rénover ces petites lignes. On a également des vraies propositions concrètes, avec par exemple le leasing social qui a été mis en place il y a peu de temps et qui va être augmenté avec plus 100 000 véhicules. C'est notre proposition lors de ces élections législatives. 8 nouveaux réacteurs nucléaires qui sont également prévus, tout en augmentant en parallèle les énergies renouvelables. Et puis encore la fin des voitures thermiques au niveau européen en 2035, pour ce qui est de l'achat neuf en tout cas. Personnellement, je pense que, étant membre du mouvement Jeunes communistes, on travaille en lien avec le Parti communiste qui a proposé un plan climat qui a pour objectif de décarboner l'économie française d'ici 2050. Et ça passe par le nucléaire. Nous, clairement, on pense que le nucléaire est une solution qui n'est pas l'alpha et l'oméga, dont on doit se passer, mais on ne peut pas se passer aujourd'hui, car sans le nucléaire, ça veut dire aujourd'hui les centrales à charbon. Donc on est pour un mix énergie renouvelable et nucléaire. Maintenant, il y a aussi des questions, il faut un peu d'ambition, ça passe par une réindustrialisation, parce que aujourd'hui, la réindustrialisation permet que ce soit nous qui donnions aussi les normes écologiques de production d'un certain nombre de choses qui aujourd'hui, en délocalisant, sont données dans d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes. Or, lorsqu'on importe, finalement, notre bilan carbone, il est mauvais. C'est bien, on ne produit pas quelque chose qui pollue chez nous, par contre, on l'importe d'un pays qui, lui, va polluer. Le Parti communiste derrière, et c'est aussi dans le programme du Front populaire, pose l'idée d'un plan climat, et il me semble que ça comprend aussi, dans la décarbonation de l'économie, de la prise en compte, justement, de toutes ces importations. Alors toujours du coup sur le thème sur le même thème, le chercheur François Gémen a mis en évidence l'impossibilité de respecter les objectifs de l'accord de Paris avec les mesures proposées par le RN. Votre Paris est-il le rendez-vous des enjeux climatiques de notre époque, dont nous alarment tous les chercheurs? Ça, c'est son avis. On ne doute pas certainement que son avis doit être motivé par des considérations idéologiques au-delà d'avoir des considérations scientifiques. Moi, je pense qu'on est tout à fait au rendez-vous de cet enjeu majeur qui est l'enjeu climatique, et que voilà, on va prendre nos responsabilités et qu'on va prendre un certain nombre de mesures, en tout cas, qui iront dans le bon sens. Mais après, la France toute seule, ne peut rien faire, et c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on peut participer à changer certaines choses, mais la question climatique, c'est d'abord une question qui doit se régler au niveau international. Et c'est d'abord à la Chine, et c'est d'abord aux États-Unis, c'est d'abord à l'Inde
qu'il faut s'intéresser et sur lesquels il faut essayer de faire pression pour que ces nations donc, réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Question toujours sur le même thème de l'écologie. Alors, vous en avez un petit peu parlé juste avant. Faut-il mettre fin aux voitures thermiques? De ce qu'on comprend, la réponse pour l'instant, c'est non. Non, il ne faut pas mettre fin aux voitures thermiques. Non. D'accord. Parce que c'est profondément... il faut voir le prix des voitures électriques d'abord. C'est quelque chose qui est hors de prix pour la majorité de nos concitoyens. Et puis en plus, ce n'est pas forcément efficace. D'autant qu'on sait que les voitures électriques sont fabriquées grâce à des batteries qui contiennent du lithium, donc qui contiennent des métaux et des terres rares qui sont elles aussi en voie de perdition. Donc pour l'instant, non, on n'a pas d'autre solution que de garder les voitures thermiques, bien qu'elles soient en plus, grâce au progrès technologique, encore une fois, de moins en moins polluantes. Sur les voitures thermiques, on s'est associé au vote au niveau européen qui vise à interdire la vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035. Donc notre position sur ce sujet, elle est claire, mais pour autant, il faut aider à une transition juste pour tout le monde et donc permettre cette transition, notamment avec la prime à la conversion qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant ou encore avec le leasing social qui a été mis en place dès le début de l'année. Alors, prochaine question, vous y avez aussi déjà répondu en partie, mais faut-il fermer toutes les centrales nucléaires? Non, il ne faut pas fermer les centrales nucléaires. Pourquoi? Parce que c'est une source de production d'électricité sûre, peu chère et évidemment propre. Sur le nucléaire, notre position elle est claire, il nous faut un mix énergétique avec du nucléaire, avec des énergies renouvelables. Le nucléaire, ça produit 70% des besoins en énergie qu'on a. Donc c'est un réel besoin pour notre nation, c'est une énergie verte. Donc non, on ne ferme pas de centrale, on rouvre 8 nouveaux réacteurs. À côté de ça, on continue le développement des énergies renouvelables qui a augmenté ces dernières années. Par rapport à la question de l'insécurité, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un réel problème d'insécurité en France et quelles seraient du coup les mesures à mettre en place pour lutter contre cette insécurité? Qu'il y ait un problème d'insécurité, qu'il y ait de l'insécurité, ça, honnêtement, je pense qu'en ville, c'est quelque chose qui... il y a ce sentiment à certains endroits. On sait qu'il y a des endroits qui sont difficiles, qu'on ne peut pas accéder, etc. Maintenant, la gauche n'est pas désarmée face à cette question. Nous, ce qu'on dit au contraire, c'est que les fossoyeurs de cette question, c'est la droite. Sarkozy, c'est celui qui a le plus supprimé de postes dans la police. Nous, on est pour justement une police de proximité qui permette justement un maillage beaucoup plus fin du territoire, qui permette aussi à ce que les policiers finalement soient dans des conditions de travail décentes avec une meilleure formation afin d'éviter toutes les bavures policières. Et donc forcément, pour nous, évidemment, il y a un enjeu à avoir et ça ne peut passer que par des financements actuels importants et donc forcément un contre-projet qui est celui qui n'est à l'opposé de celui d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, son sentiment d'insécurité, il est fort, ça c'est sûr, mais les chiffres de 2023 montrent d'ailleurs cela avec une hausse des indicateurs tels que sur les violences sexuelles ou encore sur les cambriolages. Pour autant, il y a une baisse des indicateurs sur les vols contre les personnes. Donc oui, ce sentiment d'insécurité, il est fort. Il faut faire des choses sur la sécurité, c'est ce qui a été fait ces dernières années. Notre bilan, il est fort avec une création notamment de 10 000 nouveaux postes de policiers ou encore un budget de la justice qui a augmenté sans précédent depuis 2017 avec plus 44,7%. On a également des propositions claires, par exemple revoir l'excuse de minorité et la mise en œuvre d'une sanction immédiate. Et puis on a aussi une hausse du budget de l'armée qui a été connue et qui est sans précédent avec la LPM qui a été votée dernièrement. Première réponse, oui, il y a un souci d'insécurité en France. On peut même plus considérer ça en fait comme des faits divers, je pense. Ce sont des faits de société. D'abord, on prévoit la construction de nouvelles places de prison. Aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment, ce qui fait que les juges sont obligés en quelque sorte de ne pas envoyer les gens en prison quand ils devraient y aller par manque de place. Ensuite, on est pour la mise en place de peines planchers, c'est-à-dire de petites peines, parce qu'on pense que le respect d'une petite peine de prison est toujours dissuasive et porte ses fruits. Hein. C'est ce qu'on voit dans les pays scandinaves, puisque le taux de recriminalité, donc après un passage, même si c'est court en prison, diminue. On est aussi pour la mise en place obligatoire d'une police municipale dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. On est également pour la mise en place d'un réarmement juridique et d'un réarmement moral
de nos policiers, notamment avec la mise en place d'une présomption donc, de légitime défense. Oui. Les jeunes avec le RN utilisent fréquemment sur les réseaux l'expression français remplacé. Selon l'INSEE, la population étrangère vivant en France représente environ 8% en 2022. Comment justifier cette expression de remplacement face à ces chiffres? Alors moi, j'ai pas vu, moi qui suis au RNJ en plus, je vois pas de quelle expression vous parlez. Français remplacé, j'ai jamais vraiment vu ça. Alors j'irai pas jusqu'à parler de grands remplacements comme Éric Zemmour, mais oui, effectivement, on peut constater un changement dans la population française. On va passer au dernier thème de cette interview, le thème de l'éducation. Il y a 2 questions. La première, faut-il supprimer Parcoursup ou le continuer? Alors, en ce qui concerne Parcoursup, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Des avantages parce que ça permet de tout centraliser sur une même et unique plateforme et d'éviter aux étudiants de s'inscrire physiquement avec des formulaires papier dans chaque faculté. Donc, je pense que sur ce point-là, Parcoursup est plutôt une bonne chose. Sur Parcoursup, il y a des efforts à faire parce que les modes de sélection et les critères de sélection sont assez opaques, assez abstraits. On ne sait pas pourquoi on est sélectionné, et puis parfois on ne sait pas pourquoi on n'est pas sélectionné, on ne sait pas sur quels critères vraiment se base la sélection. Mais je pense que Parcoursup n'est pas un véritable problème en réalité. Le problème est plus large que ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui assez de place dans l'enseignement supérieur par rapport au nombre de gens qui souhaitent s'y inscrire. Et le vrai problème, il est là. Parcoursup, il y a la question, évidemment, nous on est opposé à la question de la sélection. En tout cas, là j'en parle en tant que mouvement jeunes communistes. On est opposé à la question de la sélection, mais le truc c'est comment faire comprendre aux jeunes qu'il faut passer au-delà de Parcoursup. Là, ça peut passer que par le militantisme quotidien, on va dire, et un travail de longue haleine pour faire comprendre qu'il y a un vrai contre-projet à produire. Nous, au mouvement jeunes communistes, on est pour ce qu'on appellerait un pôle public de l'orientation qui commencerait très tôt par justement des financements importants en recrutement justement de conseillers et conseillères d'orientation, par tout un cadre d'orientation qui permettent de mieux aiguiller en fait l'élève dans un projet professionnel et ne pas lui dire en terminale, bon bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire du droit, de l'histoire, parce que finalement c'est des choses qui te semblent avoir un petit peu de porte de sortie, et ensuite tu verras. Si ça te plaît ou si ça te plaît pas, tu te réadapteras ensuite. Ça, c'est une catastrophe, c'est des années de perdu pour des jeunes, c'est de l'argent dilapidé parce qu'on ne peut pas le mettre en amont. Nous, c'est vraiment un projet essentiel. Maintenant, sur les étudiants, bah, c'est pareil. Aujourd'hui, le programme de la recherche, elle est dans un état pitoyable. Les universités sont sous-dotées en financement et donc le cadre d'études, il n'est même pas maximum. Alors que, un pays comme la France, qui dispose du CNRS, qui est une entité de recherche quand même extrêmement importante, devrait pouvoir se donner les moyens pour permettre à toutes et tous de s'émanciper par l'éducation. Sur Parcoursup, non, pas de suppression. Il y a des améliorations qui ont été apportées depuis le lancement de la plateforme. C'est un réel outil de simplification des démarches pour chacune et chacun. Et puis, ça permet de ne pas classer les vœux et d'en mettre 10 vœux et 10 sous-vœux. Donc non, pas de suppression de Parcoursup, qui est un outil nécessaire et utile pour tout le monde. Dernière question du coup pour l'éducation. Que prévoit votre parti pour les étudiants? D'abord, on prévoit et on a voté à l'Assemblée nationale la remise du repas Crous à 1 euro pour tout le monde. Je pense que c'est une mesure d'égalité, c'est une mesure de justice sociale. On est également pour la construction de nouveaux logements Crous. Extrêmement important. Aujourd'hui, on manque de logements Crous. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à se loger. C'est dramatique. Et puis, au-delà de ces 2 mesures qui sont des mesures principales, on souhaite, par exemple, permettre aux étudiants de pouvoir voyager. Alors ça, c'était dans le programme de Marine Le Pen en 2022. Mais par exemple, la gratuité des trains aux heures creuses pour permettre donc aux étudiants de se déplacer, puisqu'étant étudiant par définition, moi je le suis, donc je le vois, on n'a pas vraiment de contraintes horaires comme dans le cadre d'un travail dans une entreprise, par exemple. Sur le sujet des étudiants et de l'enseignement supérieur, là aussi on a un bilan qui est fort, avec 36 000 nouveaux logements depuis notre arrivée en 2017. Il y en a 28 000 qui sont actuellement en construction. On a également mis en place le repas Crous à 1 euro pendant le Covid, qu'on a ensuite prolongé et qui est toujours en vigueur pour les boursiers et les étudiants en situation de précarité. Il y a également eu la réforme des bourses avec 35 000 nouveaux boursiers grâce à celle-ci, et puis plus 37 euros par mois en moyenne pour les boursiers.
On a des propositions bien évidemment fortes sur ce sujet, notamment nous les jeunes avec Macron, on porte une réforme acte 2 des bourses actuelles qui irait plus loin que celle qui est déjà faite et qui serait plus territorialisée et plus individualisée en fonction des cas de chacun. Nous l'avons vu, ces 3 jeunes portent des revendications bien différentes afin de répondre aux défis de notre époque. Un bloc obtiendra-t-il la majorité absolue ou une coalition se dessinera-t-elle ? Afin de choisir notre avenir, allons tous voter ce dimanche pour le second tour.